C'est sous le signe d'un double événement que j'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau ce jeudi pour notre rendez-vous hebdomadaire. En effet, le 3 mai de chaque année, nous questionnons l'état de la liberté de la presse dans le monde et plus particulièrement dans notre pays. L'instant d'une halte pour redire que la liberté jamais ne se donne, mais toujours se conquiert. L'instant aussi pour souligner à nouveau le fait que la liberté de la presse ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Mais ce 3 mai est également un jour tout particulier pour Burkina Info, votre chaîne d'information en continu, placée sur l'orbite médiatique le 3 mai 2015. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Périscope sur Burkina Info, la chaîne qui fête ses 3 premières années d'existence aujourd'hui et qui vous remercie pour votre accompagnement permanent. Comme chaque semaine, depuis 6 mois maintenant, 2 invités sont avec moi sur ce plateau en ce jour si particulier pour Burkina Info. Félix Kofi Ametepe, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et enseignant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, docteur en philosophie morale et politique, vous êtes également co-auteur depuis 2015 du rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse au Burkina Faso. Merci d'avoir accepté de revenir une fois de plus sur le plateau de Périscope pour nous entretenir justement sur les tenants et les aboutissants de ce baromètre national. Bernard Boukman, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et chef du desk politique de la chaîne de télévision Trui TV et de Radio Watt FM, vous scannez au quotidien la vie politique nationale pour décrypter les faits et gestes des hommes et femmes qui animent cette scène, parfois avec passion et réussite, souvent sans vision ni consistance. Guerre de positionnement, transhumance, mariage aigre-doux, divorce au sucré-salé, aucune des tribulations de ce monde impitoyable de la politique, de cette jungle de tous les coups bas n'échappe à votre esprit critique. Merci d'avoir accepté l'invitation de Périscope. C'est moi qui vous dis merci et c'est beaucoup d'honneur pour moi. Merci à tous les deux, mais avant d'explorer notre menu du jour, un mot sur le travail de la télévision Burkina Info. À vous tous les deux qui connaissez très bien cette chaîne pour être passés aussi bien l'un que l'autre sur plusieurs de ces plateaux pendant ces 3 années. Félix Kofi Ametepe. Oui, Burkina Info n'est plus la dernière née des télévisions, puisqu'il y a d'autres qui sont nés après elle. Mais elle reste la seule chaîne d'information en continu. Oui, et la seule que nous avons vu naître pendant la transition. Cette transition donc, qui a remis le Burkina au goût du jour de la liberté de la presse, puisque c'est la seule sur laquelle nous pouvons tutoyer les plus grands. Et on y reviendra tout à l'heure, grâce justement à l'abnégation de ces hommes et femmes de médias qui expliquent l'actualité, qui ont même la prétention de donner les clés du monde. Aujourd'hui, on peut dire que le Burkina est quand même dans le peloton de tête, ce qui n'arrive pas souvent. Ce qui n'arrive pas souvent. Bernard Boukman. Je voudrais d'abord vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je ne suis pas doué en musique, sinon j'allais chanter pour vous. On peut toujours essayer. Joyeux anniversaire, bon vent à Burkina Info, qui effectivement m'a souvent invité pour des contributions, soit en langue nationale morée ou bien en français. Mais quoi qu'il en soit, c'est avec toujours le même plaisir et le même honneur que je réponds à vos invitations. Et puis, ce que je voudrais dire également, c'est souhaiter bon vent à cette jeune et dynamique équipe qui est arrivée effectivement à se positionner comme une télévision leader en matière d'information au niveau du Burkina Faso. Et donc, on sent de la passion, on sent du dynamisme, on sent de l'initiative, de la créativité. Alors, ce qui reste, c'est demander quoi? Que le bon Dieu puisse venir vos pas, parce que c'est des petits pas vers... Voilà, la réalisation des petits pas à mettre dans de grands pas. Tout à fait. Merci à tous les deux. Burkina Info, c'est donc 3 ans de présence dans le paysage médiatique national. C'est également 3 années dans l'univers informationnel d'un monde globalisé. Et cela se fête, s'apprécie, se critique, cela s'autocritique aussi pour se fixer et gagner de nouveaux challenges. Vous m'accorderez donc, chers téléspectateurs, à moi qui ai pris le train depuis 6 mois maintenant, le privilège de dire merci. Merci à ceux qui ont eu l'idée créatrice de cette chaîne de télévision, mais également à ceux qui ont transformé le rêve en réalité et qui maintiennent allumée depuis 3 ans la flamme de cette belle lucarne cathodique. Merci à tous ceux qui, artisans de la première heure,
ont entamé cette œuvre avec beaucoup d'énergie et de générosité, avant d'aller opérer sans doute ailleurs. Merci à tous ceux qui sont partis trop tôt pour le voyage sans retour, alors qu'on attendait encore beaucoup d'eux, que leurs âmes reposent en paix. Et merci à chacun des agents de cette belle chaîne, du plus petit au plus grand, pour les sacrifices consentis et pour l'abnégation au travail. Merci à tous et la lutte continue. La lutte continue d'ailleurs d'ores et déjà sur ce plateau de Périscope avec un gâteau d'anniversaire parfumé de liberté de presse et d'éclat de vie politique nationale, là où, vous le savez, le laboratoire de création des partis est en pleine ébullition. Mesdames, Messieurs, surtout ne bougez pas, Périscope 27, c'est maintenant. Nous sommes le 3 mai et c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée placée cette année sous le thème « Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir ». Proclamée depuis 1993 par les Nations Unies, suite à la recommandation adoptée en 1991 lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO, et aussi à l'appel, la même année à Windhoek en Namibie, de journalistes africains sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Cette journée en est à sa 25e célébration aujourd'hui. Et au Burkina, les choses se passent plutôt bien, en atteste le rapport 2018 de Reporters sans frontières, dans lequel notre pays est le meilleur élève en Afrique francophone et occupe le 41e rang mondial sur 180 pays. Alors, Félix Kofi Ametepe, comment jugez-vous personnellement l'état des lieux de la liberté de la presse au Burkina et comment recevez-vous ce classement du pays par Reporters sans frontières? Oui, c'est vrai que on est toujours content de voir quand dans un pays les questions donc, de liberté de la presse progressent. Évidemment, selon le classement de Reporters sans frontières, notre pays a avancé d'un point. Un point qui veut dire alors que tout au long de l'année 2017, puisque le rapport 2018 fait l'état de l'année 2017, il n'y a pas eu d'exaction ni contre les journalistes, ni contre les médias. Et donc on s'est retrouvé dans un environnement quand même qui a permis de maintenir une certaine stabilité. Mieux, le Burkina, avec zéro exaction, donc zéro journaliste tué, donc peut fièrement faire ce bond qualitatif en avant. Ce qui ne veut pas dire qu'au Burkina, il n'y a aucun problème, parce que les critères de Reporters sans frontières ne vont pas jusqu'à parler des questions, par exemple, de viabilité économique des médias. Reporters sans frontières se contente seulement des questions d'exaction contre les journalistes et des mesures juridiques qui permettent donc un épanouissement des médias et surtout de la liberté d'expression. Alors que le rapport que fait le Burkina lui-même par ses propres experts va bien plus loin que ce que fait Reporters sans frontières. On parlera du rapport national tout à l'heure. Bernard Bougma, c'est un bon petit point à prendre en espérant que dans une année, on gagne 2 ou 3 points. Oui, tout à fait. Mais c'est effectivement sur la base des critères de Reporters sans frontières, effectivement, c'est un bon point. Parce que vous n'avez pas de journalistes détenus ou emprisonnés pour des questions d'opinion. Donc, on n'en a pratiquement pas eu jusqu'à présent. Après le crime crapuleux de Sapui, les choses ont évolué, les lignes ont bougé. Et même quand Blaise Compaoré était acculé par rapport à cette question de l'article 37, il n'y a pas eu de pression en tant que telle sur les journalistes. Sur la transition, ça continue jusqu'à maintenant. Donc je pense que c'est ce qui nous vaut ce bon point là. Mais c'est comme il a dit, il y a des critères effectivement que Reporters sans frontières n'intègre pas forcément, qui parfois, de mon point de vue, sont également très importants. Parce que pas d'exaction, pas de violence, pas de ceci, et ça c'est vrai. Donc ça nous vaut effectivement le bon point, mais en même temps, étant donné que c'est une entreprise qui se cache derrière le journaliste, parce que c'est ça aussi la réalité, donc ce sont des éléments également qui sont très importants. Il faut prendre en considération tout l'environnement, c'est beaucoup plus important. Mais de toute façon, on se réjouit d'être en tête en Afrique francophone. Je crois que c'est le Ghana qui est devant nous dans cette région. Dans tout cas, pour Reporters sans frontières, la liberté de l'information est réelle au Burkina, mais reste fragile. Et même si les cas de diffamation sont passibles de lourdes amendes, pouvant mener à la fermeture pure et simple des médias concernés, RSF note que, je cite,
le Burkina Faso se classe parmi les réussites du continent africain en matière de liberté de la presse, avec un paysage médiatique dynamique, professionnel et pluraliste. Fin de citation. C'est tout de même de quoi flatter notre ego. Absolument. Absolument, quand on sait que sur bien de domaines, notamment sur la question du développement humain durable, voilà, nous avons toujours passé le temps à nous chicoter nous-mêmes ici. Au moins sur ce plan-là, le Burkina a maintenu quand même, mais je pense que pour faire une comparaison avec la religion, lorsqu'on va jusqu'au sacrifice suprême, je pense qu'on n'a plus droit à la médiocrité. Le Burkina fait partie des pays africains qui a offert un journaliste en sacrifice pour mériter ce que nous avons aujourd'hui. Et quand on regarde les pays qui sont devant nous, notamment le Ghana, le Cap-Vert, la Namibie et l'Afrique du Sud, mais ce sont des pays aussi qui se sont battus. Parce que là, que vous regardez, ce qui nous manque aujourd'hui, nous avons la liberté d'expression de presse, nous avons la pluralité des opinions et des médias, il nous reste la démocratie, nous l'avons plus ou moins, il nous reste maintenant le développement économique. Et donc, je pense que c'est justice qui est rendue aujourd'hui aux médias, à leurs acteurs, leurs partenaires au Burkina, parce qu'il y a quelques années, bon, ça me fait banalement déjà 18 ans que je suis dans le métier, on disait à un journaliste, non, ils peuvent aller dormir, pour reprendre le thème d'un premier ministre, vous pouvez aller jouer au football parce que vous n'avez rien à voir dans les affaires sérieuses. Oui. Et je pense que de plus en plus, il est démontré qu'au Burkina, le journalisme est devenu un peu le baromètre de tout le reste, la gouvernance, la justice et le développement économique. En tout cas, les appréciations de Reporters sans frontières nous font beaucoup de bien et il faudrait maintenant ne pas retomber et maintenir le cap. Oui, mais tout à fait, puisque en même temps, ça fait un bon point pour les autorités de savoir que le pays qu'elles gèrent a de bons points à l'international. Imaginons si le rapport avait desservi avec ce qu'on a déjà comme difficulté, si nous étions mal classés, ça n'allait pas encore être reluisant pour les autorités actuelles. Donc, ces mêmes autorités ont également cette pression-là de faire en sorte qu'il n'y ait pas de la reculade. Donc, nous sommes dans une situation entre plusieurs facteurs, plusieurs enjeux qui se jouent, mais en même temps, il y a cette pression-là qui vient s'ajouter quand on dit que vous avez un bon pour favoriser le travail des journalistes et à un moment donné, s'il y a un reproche contraire qui est fait, naturellement, ça vous dessert. Mais nous sommes dans une situation où, effectivement, l'affirmation de dire que la situation reste fragile, elle est tout à fait exacte parce qu'en matière de liberté, il n'y a jamais rien d'acquis. Il n'y a jamais rien d'acquis puisque ce n'est pas offert. Ouais, voilà, c'est arraché comme le grand frère l'a très bien illustré. Nous avons offert en sacrifice un journaliste. Ça, il faut... Voilà, parce qu'à un moment donné, il a été abandonné à lui-même. Donc, c'est après l'assassinat que certains, d'ailleurs, ont pris Norbert au sérieux. Il y en a qui avaient dit qu'il ne pouvait pas faire ça sans caution. Donc, ce n'est pas rien. Comme l'a si bien dit, hein, vous avez cité, je vais citer le pape émérite Benoît XVI qui avait dit que cette génération manque de martyrs. Voilà. De toute façon, on parlera de... Autrement dit, un martyr, c'est très important pour une société. On parlera de Norbert Zongo et de son sacrifice, mais en attendant, je vous propose, avant de poursuivre, d'écouter les réactions de quelques responsables d'associations de médias dans ce reportage de la rédaction de Burkina Info, signé Samba Kassile Traoré. Selon le classement mondial de Reporters sans frontières en matière de liberté de presse, le Burkina Faso est 41e, 5e sur le plan africain et premier en Afrique francophone. Certains journalistes se réjouissent de ce classement et pensent que la liberté de presse est bel et bien une réalité au Burkina. Il faut dire qu'au Burkina Faso, depuis un certain temps, en tout cas, on note une avancée dans le respect de ces dispositions. Notamment, on sent en tout cas une évolution au niveau de la qualité même du travail, au niveau des journalistes et des organes de presse, et justement parce qu'ils arrivent quand même à exercer leur travail dans des conditions assez favorables. La dépénalisation des délits de presse votée par le Conseil national de la transition, sous la bannière de la loi Shérif, est également saluée par ces journalistes, même s'ils estiment que les amendes qui doivent être versées en contrepartie constituent un frein à la liberté de presse.
C'est le volet emprisonnement. C'est-à-dire que le journaliste ne sera plus condamné à des peines d'emprisonnement pour le travail qu'il fait. Mais par contre, il est prévu effectivement des amendes qu'il doit payer en cas d'infraction à la loi, notamment dans les cas de diffamation, d'injures publiques et autres. Donc, ces amendes-là, nous estimons que les quantums sont encore élevés parce que c'est largement au-dessus des capacités financières des entreprises de presse. Nous pensons effectivement que ces dispositions-là constituent des freins au plein exercice de la liberté de la presse et qu'il serait de bon ton effectivement qu'on envisage les relectures pour amener les quantums à des proportions raisonnables. C'est la dépénalisation des délits de presse qui est à saluer, mais dans la même loi, il y a en tout cas des dispositions qui ne nous satisfont pas, parce que quand on voit les quantums retenus pour en tout cas sanctionner les délits de presse, on peut dire que la dépénalisation c'est vrai, mais les quantums contribuent en tout cas à, je ne dirais pas assassiner, en tout cas à freiner, sinon à faire disparaître certains organes de presse. Pour ces différentes personnes, malgré l'environnement favorable en matière de liberté de presse dont le Burkina Faso jouit, des défis tels la professionnalisation des journalistes et la gestion des entreprises de presse demeurent encore. C'était donc quelques réactions et qui montrent bien que la dépénalisation de la presse, qui est désormais un acquis, est globalement très appréciée des journalistes. C'est un bel acquis certes, mais les peines pécuniaires restent lourdes, estiment les responsables d'associations de presse. Quels sont, à votre avis, les motifs de satisfaction? Quels sont les points qu'on doit encore travailler, sur lesquels on doit faire des efforts? Bernard Bougman? Je pense que les points sur lesquels on doit faire les efforts, c'est d'abord, comme mentionné dans le reportage, la professionnalisation, se professionnaliser davantage dans le milieu. Un appel également à mieux se cultiver, donc à la culture, parce que c'est un boulot qui avance vite. Professionnalisation pour éviter des procès en diffamation en cascade qui entraîneraient donc des amendes lourdes. Tout à fait. Et ensuite, je pense que l'autre défi également, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Parce que c'est en même temps une entreprise. Et donc, qui dit amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes, pour lui permettre de pouvoir faire face à certaines exigences sociales, mais également permettre que l'entreprise dans laquelle il évolue, que l'entreprise également puisse évoluer dans un cadre qui est favorable au climat des affaires. Parce que quoi qu'il en soit, c'est un business aussi qui est monté. Et donc, la réalité, c'est de pouvoir allier ces choses-là, parce que quand vous créez, vous avez également les impôts et tout sur vous. Exactement. Vous pouvez vous honorer des factures d'électricité, vous honorer des factures d'eau et tout. Donc, quoi qu'il en soit, c'est les mêmes, vous êtes traités dans les mêmes conditions que les mêmes entrepreneurs. Voilà. Donc, vous êtes régis pratiquement par les mêmes lois. Donc, c'est de faire en sorte également qu'effectivement, il y ait la facilité. C'est vrai que le fonds est annoncé, on l'attend, avec des conditions assorties de conditions, oui. Mais c'est également ces choses-là. Donc, les défis à relever, c'est d'améliorer les conditions de vie du travail du journaliste. Parce que justement, ce que vous soulignez, c'est que c'est certes une entreprise, l'entreprise de presse, mais c'est quand même une entreprise très particulière. Félix Kofi Ametepe, vous parlez tout à l'heure donc de l'environnement qui devait accompagner donc ces rapports. Et vous êtes co-auteur donc du rapport national depuis 2015. Dans quel état d'esprit et avec quels outils confectionnez-vous donc ce rapport national sur la liberté de la presse? Oui, le rapport interne, domestique que nous faisons ici se fonde d'abord sur un jury d'experts, donc 20 personnes, choisis donc parmi les professionnels, mais aussi parmi les défenseurs des droits humains, des universitaires qui viennent donc à ce panel, sur la base de 5 grands objectifs qui vont de la question de l'accès à l'information, de la liberté d'expression, la pratique du journalisme professionnel, la pluralité de l'information, mais également la question du soutien dont bénéficient les journalistes lorsqu'ils ont des problèmes. Donc aujourd'hui, le principal boulot des traitements, c'est qu'on a un problème entre le pouvoir des médias et le pouvoir de la justice. Parce qu'on a des magistrats qui n'ont pas encore compris le rôle des journalistes.
Si bien que dès qu'il y a un problème, et si vous regardez les dernières condamnations qu'on a eues, c'est avec des magistrats. Or, c'est nos premiers partenaires. Parce que celui qui protège la liberté, déjà protège la justice. Parce que c'est la liberté qui est à la base de la justice. Malheureusement, ceux qui nous poussent le plus à mettre les clés sous le paillasson, parce que si on condamne un média à payer 16 millions de francs, évidemment... Comme ça a été le cas dernièrement. Voilà, avec notre confrère Mutation. Et ça, c'est par le fait d'un magistrat. Les lois ne sont pas plus dures au Burkina qu'en France. Et pourtant, en France, les magistrats n'usent jamais de ce pouvoir de faire condamner les journalistes pour diffamation. Donc ça veut dire que les problèmes ne se trouvent pas toujours là où on croit. Ce n'est pas ceux qui ne sont pas allés à l'école qui nous créent des problèmes. C'est plutôt ceux qui croient qu'eux, ils sont intouchables. Mais rappelons-nous ce qu'on nous apprend à l'école. Devant un journaliste, un juge est toujours petit. Mais c'est une question de jargon. Parce que tant qu'il n'y a pas de liberté, même le juge ne peut pas tenir. Vous avez vu le cas de Djibo. S'il n'y a plus de liberté, personne ne tient. Les palais de justice seront obligés de fermer. Et donc, aujourd'hui, les magistrats doivent considérer que les journalistes, les médias sont leurs premiers partenaires pour que nous protégions ensemble ce que nous avons de plus cher. C'est la liberté d'expression. Alors, l'atelier qui a été organisé dans le cadre donc, de cette journée avec le partenariat des journalistes et des magistrats sur Médias et Justice, participera-t-il à pacifier ou en tout cas à améliorer les relations entre les magistrats et les journalistes? Oui, bien évidemment, ça faisait partie déjà des recommandations du rapport 2016 sur l'état de la liberté, parce qu'on a constaté justement qu'il y avait 2 confrères qui avaient été condamnés. C'est vrai que 2016, on a encore trimballé les agressions subies par les médias pendant le coup d'État manqué de 2015. Mais il y a eu déjà, justement contre le même confrère Mutation, une condamnation pécuniaire. Juste avec un autre, je crois que c'est un avocat dans ce cas-là. Donc je pense qu'il y a lieu de rapprocher les positions. Nous avons 2 partenaires pour lesquels il faut qu'on se rapproche. Les forces de défense et de sécurité, avec qui aujourd'hui on peut dire que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Voilà. Mais les magistrats ne comprennent pas encore très bien. Au lieu de soutenir les médias, ce n'est pas parce qu'il est permis de faire payer des amendes aux médias qu'il faut en abuser. Il faut forcément les faire payer. Voilà, tout à fait. Parce qu'ailleurs, même des stars demandent simplement un franc symbolique. Oui, mais justement, il faut encore faire ce travail, comme le disait tout à l'heure Bernard Bougman, pour éviter la diffamation, professionnaliser, et faire un travail qui n'amène pas des articles diffamatoires dans la presse, Bernard Bougman. Oui, mais vous, comment voyez-vous les relations justement entre les journalistes et les magistrats et la justice? Bon, c'est une relation où je me dis que la collaboration est obligée. Que l'on le veuille ou l'on ne le veuille pas, nous sommes obligés de collaborer ensemble. Parce que quoi qu'il en soit, que ce soit le magistrat ou le journaliste, c'est des gens qui manipulent des informations parfois sensibles et parfois très sensibles. Et donc, dans ces conditions-là, il doit pouvoir se développer des rapports de confiance mutuelle. Donc, qui privilégie plus la confiance que la méfiance. Alors qu'aujourd'hui, dans le contexte burkinabé, nous sommes d'abord dans un rapport de méfiance à un premier degré. Et l'autre degré, c'est dire il veut me nuire. Donc, ça veut dire qu'il est dans une situation de quelqu'un qui utilise sa plume ou son micro pour moi me nuire. Et donc, moi aussi, je vais utiliser, étant donné que c'est moi qui tiens l'épée pour faire respecter la loi, je vais voir ce que je peux faire et avec quelle faille je peux effectivement régler ces problèmes. En fait, c'est le constat, malheureusement, que nous avons. Alors que nous sommes dans une situation où, qu'on le veuille ou pas, nous sommes amenés à travailler ensemble parce que nous protégeons tous cette liberté-là. Et donc, c'est ça aussi la réalité. Donc, quoi qu'il en soit, que le magistrat le veuille, que le journaliste le veuille, ils n'ont pas le choix. C'est une collaboration. Ils n'ont pas le choix. Et puis, il faut aussi noter que... Mais je pense qu'il faut également comprendre les enjeux de cette situation. Mais l'appareil judiciaire également souffre de ce que plusieurs institutions au Burkina Faso souffrent. Ça veut dire quoi? On est toujours méfiant vis-à-vis de l'homme de médias. Toujours méfiant vis-à-vis de l'homme ou de la femme de médias. Dès que c'est un homme de médias, attention, c'est un journaliste, attention, c'est ceci, cela. Et donc, cette méfiance a continué et continue jusqu'à présent. Donc, je pense que les cadres qui ont eu lieu, ce sont des cadres qui sont très importants pour permettre effectivement de clarifier les situations et clarifier le type de rapport effectivement qu'il doit en avoir.
Donc les médias internationaux, notamment français, qui nous forcent parfois l'admiration, mais c'est le fruit de ces collaborations qu'il y a entre ces différentes entités, ces différents corps-là. Oui. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, la faiblesse de moyens au niveau des entreprises de presse fait aussi que ces entreprises n'ont pas souvent la capacité d'avoir en amont des conseillers juridiques ou de ce type de personnel qui pourrait regarder en amont et anticiper les problèmes qui pourraient survenir à la publication d'un article ou d'une information. Oui, c'est vrai, notre presse économiquement à l'image du pays. Nous ne sommes pas Exactement. un pays très nanti. Mais ce que je veux dire dans la situation, ce n'est pas pour permettre aux journalistes de raconter n'importe quoi sur les magistrats. Mais on doit savoir que l'honneur d'un magistrat est tellement important qu'il ne faut pas en faire quelque chose à payer. Le franc symbolique est bien plus honorable que de demander 16 millions. Ça veut dire que nous n'avons que des magistrats qui coûtent 16 ou 6 millions au Burkina. Parce que lorsqu'on va demander des amendes pécuniaires, en ce moment, on rabaisse l'honneur à des considérations bassement financières. Ce qui ne permet donc pas aux journalistes d'avoir confiance et de se dire, même on peut prendre des conseillers juridiques gratuitement. Parce que c'est un combat que l'on mène. Combien a coûté la vie de Norbert Zongo? Mais c'est tout le monde qui en profite aujourd'hui, y compris les magistrats eux-mêmes, qui ont été les premiers même à avoir plus d'argent pour leur salaire. Sauf que les aussi autres. que Félix Kofi Amétépé, il ne faudrait pas institutionnaliser le franc symbolique pour dire que dès lors que vous diffamez, la Non, c'est sanction, une ça sera question le de franc symbolique. grandeur. C'est une question de grandeur. Parce que lorsque vous savez que vous pouvez demander de l'argent, la force du fort, c'est de faire en sorte que le faible ne disparaisse pas. Parce que s'il n'y a plus d'obstacle en vous, votre force n'a plus de sens. Auquel cas, les amendes, et puis donc les amendes qu'on réclame, on l'a dépénalisé, vous n'allez plus en prison, mais on vous frappe d'un autre côté. Ça veut dire qu'il faut également revoir... Non, ici, c'est pas qu'on vous frappe, on vous anéantit, on vous tue. Si, c'est Non, pas la qu'on vous question frappe. n'est pas d'enlever les amendes, mais de les pas ça. poser, mais que les gens ne sentent pas la nécessité, de les réclamer. Parce que lorsqu'on bloque le compte, par exemple, d'un journal, nos pauvres confrères des mutations, ils ne peuvent même plus continuer à faire paraître leur journal, puisqu'ils ne peuvent plus avoir les ressources nécessaires pour continuer à paraître. Or, un journal qui se ferme, c'est un pan de la liberté qui se ferme, qui nous échappe aussi. Mais d'une année à l'autre, quelles sont les constantes, Félix Kofi Amétépé, quelles sont les constantes qu'on peut retrouver dans les différents rapports nationaux sur l'état de la liberté de presse au Burkina, justement au cours de cette période où quand même notre contexte sécuritaire n'a pas été des plus heureux. Oui, nous avons deux points forts. Dans le contexte, c'est la question de la liberté d'expression et la liberté d'information. Au Burkina, c'est un acquis. On va même jusque dans la situation très enviable, très viable. Très viable. Maintenant, le deuxième point, c'est la diversité. Au Burkina, pratiquement tous les trimestres se crée un nouveau média, une nouvelle entreprise de presse. Donc, il n'y a pas de contrainte à faire ça. Le troisième élément aussi, c'est la question de la pluralité de l'information. Aujourd'hui, comme disait Feu Salif Diallo, vous pouvez écrire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez et dormir tranquille, sans avoir peur de ne pas pouvoir vous réveiller. Maintenant, nos deux points faibles, c'est la question de la gouvernance des médias. C'est-à-dire que les médias eux-mêmes ont du mal à s'appliquer les règles d'orthodoxie économique et financière pour pouvoir se gérer et rester viable. Et donc là, il faut de véritables chefs d'entreprise à la tête. Non, il faut un modèle économique parce que les médias restent un business. Un business, on ne le gère pas en mettant dans sa mallette, sur sa mobilette, on se gratte la tête et on... Non, il faut un modèle économique, il faut des ressources, il faut un management qui tienne compte donc des impondérables de la gestion. Ensuite, nous avons vu aussi que la question du journalisme professionnel, donc il y a des problèmes de formation, d'équipement, notamment avec les radios communautaires. Nous en avons quand même des dizaines à l'intérieur du pays. Et quand vous arrivez dans certains médias, vraiment,
ce n'est pas, bon là, ce que vous voyez là n'est pas, voilà, n'est pas très honorable pour ce qu'on dit de la liberté de la presse au Burkina. Donc ce sont des éléments, il y a des médias carrément qui ne peuvent pas relever ce défi-là, il faut les soutenir. Et je pense que ce n'est pas seulement une question, il y a des médias qui vont pouvoir se relever à partir du fonds d'appui à la presse privée, mais il y a d'autres médias, il faut continuer à les soutenir, parce que c'est une entreprise qui fonctionne naturellement à perte. Mais quand on met certaines règles, ça permet au moins de tenir l'essentiel. Vous savez que nous avons adopté une convention collective depuis 2009. Qui n'est toujours pas. Il y a quelques médias qui essayent de l'appliquer tant bien que mal. Et comme disait un confrère, c'est même déjà dépassé. Puisque le plafond pour un journaliste, si vous restez journaliste jusqu'à la retraite, je pense que vous ne gagnez pas plus de 350 000 francs par mois. Bon, je ne suis pas sûr que ça vous permettrait même de faire un bon baptême dans un quartier non loti. Donc, alors, Bernard Bougma, sur ces questions, comment vous voyez ça? Comment il faut améliorer les conditions du journalisme, mais également agir pour créer une plus-value dans le cadre du management des entreprises de presse? Tout à fait, c'est d'améliorer effectivement les conditions. C'est-à-dire que c'est d'améliorer les conditions au niveau de la gestion. Il faut que les patrons également se disent qu'il faudra, ça doit vivre. C'est une entreprise qui doit vivre, qui ne doit pas être gérée comme un bien familial, autrement dit. Parce qu'il y a des gens qui vivent leur passion là-dedans, il y a des gens qui y croient, et donc qui apportent de la plus-value à la démocratie. Dès lors, c'est pourquoi on parle d'entreprise de presse, c'est beaucoup plus spécifique. Donc en même temps, ça fait appel à de la gestion, mais également de faire en sorte que ceux qui y vivent puissent vivre dans des conditions effectivement décentes. Ça va permettre d'améliorer non seulement le contenu, ça va permettre d'améliorer même la professionnalisation. Parce que pour quelqu'un, à un moment donné, qui arrive à avoir un certain niveau de traitement, il peut lui-même se payer certaines formations comment on appelle ça, de mise à niveau, ou de recyclage, voilà, ou de recyclage. Il peut se payer des stages dans des domaines bien précis, faciliter peut-être sa spécialisation dans des domaines bien précis, ce qui va davantage affiner notre presse. Mais si nous allons rester toujours dans les mêmes carcans, ce n'est pas évident. Effectivement, on parle de la convention collective, qui normalement, une convention collective prend effet un an après. Après avoir été. Il y a des entreprises qui n'ont pas la capacité de. Même si cette convention est en marche aujourd'hui, et comme Kofi l'a dit, c'est vrai, elle est dépassée déjà. Elle est dépassée. Il faut réévaluer. Avec cela, un journaliste ne peut pas se payer le luxe là, de vivre décemment et de prétendre à se payer lui-même certaines formations pour pouvoir faire des recyclages ou bien aller s'assurer des stages payants dans d'autres entreprises de presse pour pouvoir s'améliorer ou se professionnaliser, pour ne pas dire se spécialiser dans certains domaines. Exactement. On peut relever que la célébration de cette année, la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse coïncide cette année avec la commémoration du 20e anniversaire du Centre national de presse Norbert Zongo. Comment appréciez-vous le rôle joué par ce centre dans la dynamisation de la conquête des espaces de liberté pour la presse, Kofi Amétépe? Oui, il faut dire qu'en la matière également, le centre de presse Norbert Zongo fait office de pionnier en matière donc d'organisation fêtière. Vous savez, les journalistes sont des spécialistes du non-respect de la loi et du désordre, entre guillemets, mais on a réussi ce coup-là en mettant en place cette maison qui permet non seulement de défendre les professionnels, mais de mettre à la disposition également un espace où les journalistes peuvent aller se rencontrer, peuvent prendre des formations, et puis surtout que les organisations professionnelles en ont fait vraiment leur maison, au point qu'aujourd'hui, le centre de presse Norbert Zongo est le seul lieu au Burkina, pour ne pas exagérer, où vous pouvez aller dire ce que vous voulez. Même n'importe quel OSC peut aller faire une conférence de presse là. Et c'est vraiment un lieu qui s'est sacralisé par cette vocation-là, qui ne sert pas seulement aux journalistes, mais également à tous les défenseurs de la liberté. Et on a vu les réalisations de ce centre. C'est vrai que physiquement, notre centre de presse n'est pas comme ce qu'on connaît à Accra, à Bamako ou à Cotonou, mais c'est un petit centre qui fait de grandes choses. La preuve, voilà, ça se voit dans les classements. Mais je pense qu'après 20 ans
En 2015, le centre a été déclaré association d'utilité publique, ce qui est une bonne chose. Maintenant, il reste quand même à matérialiser parce qu'au Burkina, nous avons trop l'habitude d'être modestes. C'est bien, mais je pense que on mérite un centre à la hauteur des ambitions de liberté. Et je pense que c'est le nouveau cap aujourd'hui que le comité de pilotage de ce centre, puisque c'est composé des associations, voilà, qui doivent tout mettre en œuvre aujourd'hui pour qu'au centre, justement, on puisse avoir des structures de formation et d'auto-formation. Parce que vous allez aujourd'hui dans le centre, vous n'avez pas un studio où voilà, on peut apprendre aux jeunes à maîtriser certaines technologies. Donc, avoir un centre à la hauteur des ambitions, mais avoir un centre aussi à la hauteur de l'homme qu'il a incarné, Norbert Zongo, dont l'assassinat va faire 20 ans en décembre. Alors, vous en parliez tout à l'heure, Norbert Zongo, on attend toujours que la justice vienne éclairer ce crime. Cette année, ça va faire 20 ans. Il a donné sa vie, on l'a dit tout à l'heure sur ce plateau, pour faire franchir des paliers à la liberté de la presse dans ce pays. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est un boulet que tous les pouvoirs qui se succèdent traînent. Blaise Compaoré l'a traîné, la transition l'a traîné, le pouvoir de Roch également en train de traîner parce que tant que ce n'est pas un dossier qui a été légué, tant que la vérité et la justice n'ont pas été effectivement actées, ça traîne un boulet. Voilà, ça traîne comme un boulet au pied des autorités. Mais donc ça, il faut effectivement avoir le courage de le dire. Mais des informations également qui se font entendre, les choses ont vraiment vite évolué, le dossier a très bien évolué. Alors, le 13, nous sommes le 13 juin, alors François Compaoré également sera situé sur son sort, les Burkinabés également seront situés par rapport à tout cela. Alors, je regarde le Conseil des ministres qui a eu lieu le 2, je vois qu'il y a au niveau des accords de transfèrement ou bien de coopération judiciaire entre le Burkina et la France, il y a des éléments, il y a des choses qui ont été signées. Je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il y a un lien ou il n'y a pas de lien. Mais quoi qu'il en soit, et donc tout porte à croire que le dossier a très bien évolué. Et maintenant, bon, on s'attendait, certains avaient fait cas de ce que au premier trimestre de l'année 2018, le dossier allait être ouvert. Bon, nous sommes pratiquement maintenant, on rentre dans le deuxième semestre parce que voilà. Oui. Et donc peut-être que c'est parce que François Compaoré, depuis la France, l'affaire n'est peut-être pas encore définitivement réglée que nous attendons. Mais quoi qu'il en soit, je pense que 20 ans quand même, on a trop traîné. Même si après la transition, le dossier a connu un bond en avant, c'est quand même un dossier emblématique de la République. 20 ans après, on attend toujours la justice et nous exigeons toujours cette justice et cette vérité-là. Il faut que la justice se fasse parce que Norbert Zongo a donné sa vie pour la liberté de la presse. Il a donné sa vie pour ce pays et d'ailleurs un festival, le Festival international de la liberté d'expression et de presse Philep, participe également de cette volonté de marquer le renforcement de la liberté de la presse sur le continent. Vous le voyez comme ça? Vous le vivez comme ça? Oui, bien évidemment, parce que le Philep, par exemple, permet à d'autres confrères d'autres horizons, y compris même de l'Europe et de l'Amérique, de venir ici et ensemble de réfléchir sur les nouveaux horizons à ouvrir pour la liberté. Et je pense que le Philep le fait bien en associant liberté d'expression et liberté de presse, parce que l'une ne va pas sans l'autre. C'est vrai, Norbert Zongo, aucun martyr ne reçoit la justice telle qu'on l'imagine. Il faut plusieurs justices à Norbert Zongo. Si justice il doit en avoir, il doit en avoir plusieurs. Et la justice des hommes, bien sûr, la justice administrative ou la justice institutionnelle, mais la plus grande justice que nous devons rendre à Norbert Zongo, c'est de faire en sorte que dans ce pays, plus personne ne soit inquiété pour ce qu'il dit, pour ce qu'il pense. Ce qu'il écrit, en tout cas, le Philep a beaucoup de succès. La dernière édition, la 7e, a réuni environ 250 participants du Burkina, d'Afrique et d'ailleurs. C'est un rendez-vous à perpétuer car, je cite, « Mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso », chante donc Alpha Blondy dans sa célèbre chanson « Journaliste en danger ». Conséquence, Zongo est mort brûlé par le feu, que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Il plaide là, le Rasta philosophe, espérons que 2018 soit
l'année de la justice dans ce dossier. 20 ans après, c'est le moins que l'on puisse demander et souhaiter. Mais en attendant, la classe politique burkinabé, elle est en ébullition dans la perspective des rendez-vous électoraux de 2020. Plusieurs partis politiques se sont créés récemment qui viennent ajouter leur note à la symphonie. Certains parlent de cacophonie, mais déjà illisible de l'offre politique dans ce pays de 274 400 km² qui abrite à peu près 20 millions d'habitants selon des estimations de 2017. Parti politique, je crée, tu crées, il crée, peut-on dire, Bernard Doumont? C'est nous créons. Ah oui, oui effectivement. Peut-être ça sera le vôtre bientôt. Ah oui, effectivement, c'est vraiment à floraison. On est en train de franchir le cap à ce niveau-là. Bon, la question que l'on se pose également, c'est quoi le projet et à quoi tout ça, ça va nous servir. Donc, je disais d'ailleurs dans mon précédent édito qu'ils ont commencé à prendre position, à rendre dispersé pour 2020. Alors, c'est les mêmes qui... Alors qu'il fallait s'unir, non? C'est les mêmes qui changent de position ou qui semblent dire qu'ils changent de position. En tout cas, le personnel politique, lui, n'a pas changé. Ce n'est pas de nouveaux visages comme vous, Kofi et moi, qui étions quelque part, qui n'avaient rien à voir avec des partis politiques, qui nous levons un jour pour dire nous jetons à l'eau. C'est des acteurs qui jouaient peut-être souvent des seconds rôles ou bien parfois des rôles principaux, qui ont décidé d'aller voir ailleurs et autrement. Donc, c'est le constat, effectivement, que nous faisons. Ce qui fait qu'effectivement, la question se pose sur la qualité de l'offre politique par rapport à la qualité des hommes et des engagements. Pourront-ils faire mieux? Bon, le constat, c'est que c'est des jeunes. Ça, c'est le bon point. C'est un bon point parce que c'est des jeunes. Voilà, c'est des jeunes. C'est un appel d'air. Voilà. Alors que dans le temps, les jeunes, si vous n'êtes pas content dans les partis politiques, vous ruminez, vous rentrez dormir à la maison. Si vous n'arrivez pas à dormir, débrouillez-vous avec des somnifères, mais vous la bouclez. Mais cette donne est en train de changer parce que le rajeunissement est en train également de s'imposer à tous les partis politiques. Et donc, les leaders, ceux que j'appelle les vieux loups politiques de cette foule-là, qui ne voudront pas se conformer avec cet enjeu du rajeunissement, ben, naturellement, auront de la difficulté parce que vous avez en face des jeunes également qui ne s'entendent pas se laisser faire. Exactement. Mais alors, ils sont trois partis politiques qui sont nés le week-end dernier. Il s'agit notamment du Front Patriotique pour le Renouveau, FPR, et Progressistes Unis pour le Renouveau, PUR, et Notre Cause Commune, NCC. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, distingue fondamentalement ces trois formations politiques? Le Burkina a-t-il tellement besoin de renouveau encore aujourd'hui? Oui, vous savez, moi je suis philosophe. Tout ce qu'on peut dire est imaginable. Et malheureusement, la politique, c'est un peu le spectacle que les acteurs politiques nous donnent. Alors que là, on assiste en fait à une sorte d'immaturité volontaire qu'on accepte. Parce que, un peu comme un adolescent, parce qu'il n'est pas d'accord, il peut quitter la maison. Parce que pour le moment, il n'a pas de valise, il n'a pas de mobilier. Et donc, il peut aller dans la rue, rester avec ses camarades pendant un certain temps. Or, la politique, c'est ce que nous avons de plus sérieux à faire sur la Terre. En dehors de la religion, bien sûr. La politique, c'est quelque chose de très sérieux. On ne doit pas... En dehors de ma profession. Voilà. Oui, je veux dire... parce que est politique, les problèmes qu'on ne peut pas résoudre autrement qu'en se mettant ensemble. Or, je constate que ce qu'on appelle politique dans nos pays, c'est plutôt lorsqu'on se divise. Et chacun prend sa route. On adopte de la sissiparité, un peu comme fait le ver de terre. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Même lorsque ça ne va pas dans un parti politique, on forme un front de réforme à l'intérieur du parti. Mais les renouveaux, les causes communes, mais on a déjà vu tout ça. Après, depuis 1960, avec les pères fondateurs, ils ne font pas mieux qu'eux. Oui. Chacun a voulu avoir son bout de terre, être la tête d'un rat, et ici et là. La queue du lion. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va avancer.
Il faut qu'on se rassemble. En somme, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le pays Mais ici, déjà, tout se divise. tout se divise. Alors, le pays compte déjà 150 partis, mais la plupart même ne fonctionnent pas. Oui, mais 150 Et partis, ça ne peut pas fonctionner. 150 partis, quand vous regardez quels sont les partis qu'on a en tête, ça ne dépasse pas 10 en gros. Exactement. En fait, c'est surtout ça, c'est là où se trouve l'enjeu. Vous avez ici, vous avez social-démocratie par là, vous avez progressiste par là, vous avez d'une dénomination à une autre, vous avez à peu près les mêmes choses, à peu près les mêmes contenus, réécrits autrement. Et donc, on fait du surplace. Ce qui fait que quand des gens parlent de renouveau, d'alternance, alternative, ou de je ne sais pas moi, c'est difficile de croire, compte tenu effectivement de cette situation. Est-ce que la population se retrouve finalement dans tout ça? Quelle est l'offre politique de tous ces... La population, justement, nous sommes dans une situation où, comme l'a dit l'homme, le contemporain en France, fut une période où, quand vous voulez remplir un amphithéâtre, vous parlez de religion, si vous voulez le vider, vous parlez de politique. Nous sommes en train de rentrer dans cette situation où, effectivement, quand vous allez parler de politique, les gens vont tourner le regard ailleurs. Parce que cette façon de faire laisse croire que, en fait, nous sommes mus beaucoup plus par l'intérêt que par le service. Et comme il a dit, c'est l'un des endroits où c'est le meilleur service. Parce que c'est le service beaucoup plus qu'on rend. On se rend au service de l'autre. Mais on a l'impression que pour un oui, pour un non, bon, chacun se sépare. Voilà. Alors que, mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est ça, c'est toute la difficulté, effectivement, que nous avons ici. Ces choses-là ont été favorisées par notre passé, pas très lointain, où à un moment donné, les partis politiques se créaient au gré des circonstances. Donc, des partis politiques de l'opposition avaient été fabriqués, ce n'est pas des opposants, ça avait été fabriqué pour nourrir, pour pouvoir contribuer à flatter les populations. Et donc, les uns et les autres ont évolué avec cette situation. Exactement, et ça continue, sans doute, ça ne s'arrêtera pas. Et ça a gagné les jeunes, et on a l'impression que c'est un flambeau qui est en train d'être transmis, alors que non, il ne faudrait pas. Je pense que ce rajeunissement doit être un combat interne à remporter face effectivement à l'ordre ancien. Mais c'est compliqué parce que vous avez également des doyens de 70 ans qui jettent toujours des partis politiques et qui disent nous n'avons pas bougé, on a toujours quelque chose à offrir. Justement, il faut le rappeler, le 21 février dernier, on avait déjà assisté à la création de l'Organisation des peuples africains, section du Burkina Faso, OPABF, un parti porté sur les fonds baptismaux par Ambroise Farama, transfuge de l'UNIR-PS, et qui se veut à la fois révolutionnaire et panafricaniste. Oui, c'est très facile de dire tout ça. On a déjà entendu tout ça. Mais là, la réalité. Passé, voilà. Mais, non, servons-leur ce que Karl Marx a dit. Les politiciens n'ont fait qu'interpréter les slogans. Ce qui importe aujourd'hui à l'Afrique, c'est des réflexions pour transformer l'Afrique. On n'est plus à l'étape de slogan. Sinon, on va arriver à un désenchantement total. On risque de se réveiller un jour, nos enfants vont vendre le pays. C'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le PUH. Mais alors, est-ce qu'il faudrait réformer le système partisan au Burkina? Non, c'est trop large. Créer un parti politique, c'est ce qui est de plus facile au Burkina. Or, on ne doit pas être ça ne doit pas être plus facile de créer un parti que de créer une entreprise. Donc il faut durcir les conditions de création d'un parti politique. Oui, faire en sorte que quand quelqu'un sort de quelque part, qu'il ait quelque chose de sérieux à venir offrir. Parce que, justement, nos ministères en charge des libertés publiques sont tellement faibles et subjectifs sur ce côté, parce que quand les arrange, ça les arrange, ils ouvrent. Aujourd'hui, cette inflation de partis politiques répond à quelque chose. C'est-à-dire que 2 ans après les élections, bon, les OSC, ça ne marche plus. Donc, on est dans une sorte d'accalmie politique qui, donc, ça permet un peu comme du champignon après les saisons de pluie. Donc, les partis vont naître. Lorsque ça va se corser et que les gens vont se rendre compte que les populations leur demandent trop, ils vont rentrer, ils vont se terrer, et si les OSC qui vont reprendre. Mais dans ce jeu-là, on ne sortira jamais rien de bon. Alors Bernard Bougman, faut-il réformer le système partisan? Faut-il durcir les conditions de création d'un parti politique? Je pense qu'effectivement, il faut prendre des mesures qui s'imposent. Pourquoi? Parce que quand vous créez un parti politique, vous vendez du rêve. Vous faites rêver des gens, vous leur offrez
de voir quelque chose de grand, quelque chose que vous pouvez faire d'impactant pour la société, quelque chose de suffisamment original. Et si ce ne l'est pas, vous avez bluffé, vous avez trompé une bonne partie du peuple. Et ça, c'est dangereux et ce n'est pas normal. Et donc, dans ces conditions de vie, il faut qu'effectivement, un certain nombre de mécanismes puissent être instaurés pour rendre les choses drastiques. Les partis politiques qui existent, il y a combien qui ont des sièges? Bon, le cachet, les imprimés se retrouvent dans la mallette du président qui se balade avec sa mobilette. Et puis bon, monsieur le président, oui, bonjour. Et puis, bon, attendez, on ne peut pas évoluer comme ça. Oui. C'est très compliqué. Vous prenez les partis, la dernière fois, vous prenez la liste des partis politiques qui ont été reçus par Roch Kabore. Vous prenez les partis de la majorité présidentielle. Mais c'est ce jour-là, moi, j'ai découvert des noms de certaines personnes, de certains présidents des partis et la dénomination même du parti. Vous n'en avez jamais entendu parler. Vous ne savez même pas où se trouve le siège. Mais ça se réclame parti politique et ça dit j'offre quelque chose au Burkina. Alors que c'est faux. C'est un l'administration territoriale monte parfois au créneau pour dire qu'il faut faire il faut que le ministère il faut faire le ménage. C'est un fonds de commerce qui ne dit pas son nom. Et donc, c'est ça qui crée le désenchantement. C'est ça qui crée le désintérêt vis-à-vis effectivement de la chose politique qui, quoi qu'il en soit de mon point de vue, c'est un sacerdoce et c'est noble. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand un jeune en France a dit En Marche, d'Emmanuel Macron, quand il a dit En Marche, il dit je propose un contrat social. Voilà ce que je propose. C'est soutenu, c'est suffisamment original, il y a des gens qui l'ont suivi. Au Burkina, nous avons des jeunes effectivement qui ont des choses à offrir mieux qu'Emmanuel Macron, mais qui ne le font pas, qui se réservent parce qu'ils ne veulent pas se salir. Mais à côté, vous avez effectivement ceux qui vendent ce faux rêve-là. Ce n'est pas vrai, mais qui vous disent que je peux le faire, alors que ce n'est pas vrai. Parce que tout simplement, on a des conditions qui le permettent de le faire. Il faut régler ces choses. Il faut régler ces choses. En tout cas, comparaison n'est pas raison. On parle d'inflation ici, mais au Bénin, à côté, où il y a 112 600 km², il y a encore 2 fois plus de partis politiques. Le président Patrice Talon a essayé de réformer le système partisan, mais pour le moment, ça coince toujours. Hein. Je crois qu'ils ne sont pas encore véritablement entendus là-dessus, parce que fermer, ça serait également mettre à mal ce qui a été acté depuis la conférence nationale, le multipartisme intégral. Oui, mais il n'est pas interdit également ce qu'on appelle la servitude volontaire. Et moi, je pense que beaucoup d'Africains savent qu'ils prennent un chemin qui les mène nulle part, mais ils continuent dans le chemin. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué de faire le ménage dans les partis. Ceux qui n'ont rien gagné, mais il faut qu'ils en tirent les conséquences. Des gens qui n'ont même pas un seul conseiller municipal. Et il se dit président d'un parti. Après avoir participé à plusieurs consultations. Mais peut-être qu'ils ont des perspectives. Il y a 2020, des échéances. Oui, mais qu'il aille dans son village pour créer d'autres perspectives. Mais on ne laisse pas ces gens-là continuer à faire du discours. Parce que même les entreprises, chaque année, et nous sommes d'ailleurs le 3 mai aujourd'hui, tous les 30 avril, les entreprises sont amenées à déposer leur bilan. Amener ces gens-là à faire des bilans. Ils n'ont aucun bilan. Il y a des gens qui ne renouvellent pas leur instance. Bon, on se trouve un Faso d'Anfani ou un Coco d'Onda bon marché. Et puis, bon, voilà. Oui, mais petit poisson deviendra grand. Ils viennent à peine de naître. Donnez-leur la chance de faire leurs preuves sur le terrain. La politique, c'est quelque chose de tellement sérieux qu'on ne doit pas permettre à n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment de se proclamer je ne sais pas, père fondateur. C'est justement ce qu'on a fait et aujourd'hui l'État ne se prend pas au sérieux. Alors l'État ne se prend pas au sérieux, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais vous écouter tous les deux sur un parti qui lui ne vient pas de naître, qui existe depuis belle lurette et qui se remet en selle sur fond là aussi de division tout de même. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, ancien parti du Touk-Guili, fait ses classes dans l'opposition depuis les dernières élections et compte récupérer Kosiam en 2020. Mais le congrès de ce week-end, 5 mai, promet des étincelles. Bernard Boukma, vous qui êtes dans les secrets de Dieu. Ah, c'est trop fort ça. Non, c'est un congrès de tous les défis. De tous les défis, parce que les partis qui ont géré le pouvoir d'État pendant de longues années, effectivement, à un moment donné, s'ils perdent le pouvoir, connaissent des difficultés pour pouvoir rebondir. Donc, le CDP, peut-être le CDP, va nous démontrer effectivement le contraire. Mais c'est un congrès d'enjeux parce que les appétits qui étaient retenus sous Blaise Compaoré ont été mis au goût du jour, se sont révélés. Donc il y a cette école, il y a ce lot
nous sommes initiés par la forêt, certains ont été initiés à la savane, d'autres ont été initiés dans telle ou telle forêt. Donc, il y a tous ces regroupements-là qui se sont retrouvés. Donc, mais je pense que le congrès de tous les défis, parce que c'est véritablement à l'issue de ce congrès-là qu'on verra ce qui va se passer. Il peut ne pas avoir des étincelles. Maintenant, ça peut venir effectivement après. Après mais le congrès peut réussir le défi de se tenir correctement. L'autre défi, c'est peut-être pendant le choix des positionnements, pendant le positionnement de 2020, tout comme à l'issue du congrès, beaucoup de choses effectivement peuvent se passer. Mais moi, je l'appelle congrès de tous les défis. Alors, Félix Kofi Ametepe, congrès de tous les défis pour le CDP, qui est très actif sur le terrain et qui pense reconquérir Kosiam dès 2020. Oui, pourquoi pas. Je pense que c'est un grand challenge pour ce parti qui doit pouvoir désormais faire sa mue et se refaire sans son président fondateur qui est donc en exil et qui n'est pas prêt de venir en tout cas. Un parti qui n'a plus les moyens de l'État, donc qui doit changer ses méthodes. C'est un véritable congrès de la méthode politique. Bon, il faut que le CDP se dote d'une nouvelle façon de faire la politique, de nouveaux hommes probablement, mais également de nouvelles perspectives pour les Burkinabés. Parce que c'est vrai, on a vu son président en fin de mandat faire le tour du Burkina. C'est trop facile parce que tout le monde a une mobilette ici, de se pavaner dans les rues pour dire qu'un parti revit. Il suffit de distribuer quelques billets de banque et puis le tour est joué. D'ailleurs, une artiste slameuse a donné bien la réplique à Bobo Dioulasso. À Bobo Dioulasso, en tout cas, donc, congrès d'enjeux, de défis. On attendra de voir ce qui se passe le week-end. En tout cas, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Il y a plusieurs candidats sur la ligne de départ pour prendre la présidence du CDP. On annonçait encore la candidature hier rejetée. Pas rejetée, mais hier, elle ne se décidait plus. Mais finalement, on disait qu'elle serait dans la course, Juliette Bonkongou. En tout cas, qui sera le prochain président? Patience, la fumée blanche, c'est pour bientôt en la matière. Tout comme pour la liberté, ne peut-on pas dire là aussi que la présidence d'un parti politique, d'un groupe ou d'une nation se conquiert par la force de sa stratégie, de ses soutiens, de ses idées. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope qui recevait aujourd'hui Félix Kofi Ametepe, il est journaliste et enseignant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, mais également docteur en philosophie morale et politique. Merci Kofi Ametepe. Et également Bernard Bougman, journaliste et chef du desk politique de la télévision Tui TV et de radio Watt FM. Merci beaucoup. Merci. Bernard, et vous revenez quand vous voulez. Merci à Inès Sorgo qui a réalisé ce 27e numéro de Périscope avec le concours de toute l'équipe technique et de production. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous recevez aux quatre coins de notre village planétaire et qui nous témoignez votre constante fidélité à cette émission. Et surtout, n'oubliez pas, prenons soin les uns des autres, prenons date pour un nouveau numéro de Périscope, plaise à Dieu, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.